Ok. Nous sommes le lundi 19 novembre, il est 9h51. La semaine dernière, nous étions à un festival. Playground, mais je peux pas en parler maintenant, je peux pas. Et là, je voulais juste faire une vidéo pour me mettre un peu dans le bain. Oui, voilà, pour lancer quelque chose un petit peu. Il y a ces trucs-là, pour reformuler, pour avoir des bases sur lesquelles travailler cette semaine un peu. Enfin, j'aurai pas le temps cette semaine, mais c'est pas très... C'est important, mais au moins, voilà, d'avoir un petit peu quelques bases théoriques et discursives. Donc oui, l'idée, voilà, bon, j'ai écouté Frédéric Lordon hier. Et donc bon, j'aime bien ce truc-là en fait, au premier degré basique. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont intéressantes, mais en même temps qui sont très simples. Je trouve, notamment quand il considère le capitalisme sous un angle. Bon, pour moi c'est une conséquence, mais c'est vrai que c'est presque même l'aspect premier. C'est-à-dire, le capitalisme est un rapport social. Un rapport social où, voilà, il y a des gens les personnes, lorsqu'elles ne peuvent plus reproduire par elles-mêmes les conditions, j'ai du mal à parler, c'est bizarre, j'ai un peu la gorge asséchée. Lorsque les personnes ont du mal à reproduire par elles-mêmes, ne peuvent pas reproduire par elles-mêmes leurs conditions d'existence, eh bien ils ont besoin en fait de passer par un système qui va diviser le travail et du coup en être dépendant et passer par une médiation qui va être l'argent. Et donc forcément d'être salarié. Et le salariat c'est quand même quelque chose d'assez gênant puisque c'est quand même le seul endroit où on est dans une subordination à quelqu'un. C'est marqué comme ça dans le contrat de travail, et voilà, on obéit à quelqu'un. Donc c'est comme si c'était une sorte d'espace où on n'est plus vraiment en démocratie puisqu'on obéit à quelqu'un. En tout cas, on n'est plus considéré comme sujet ou comme citoyen vraiment au moment où on travaille. Et on travaille quand même beaucoup dans notre vie aussi, bien sûr. Donc c'est ça qui est un petit peu, voilà, c'est moi aussi ce qui m'inquiète précisément dans le travail, c'est ça. Alors il disait aussi quelque chose, voilà, il disait que ça c'est surtout des classes, veut dire assez pauvres, qui le ressentent, parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Et mais que ça aujourd'hui ça devient de plus en plus généralisé. C'est-à-dire que même les cadres sont dans ces trucs-là, donc ça entretient ce climat-là. J'ai du mal à réfléchir. C'est marrant, c'est comme si, voilà, pour réfléchir, c'était vraiment une espèce d'autonomie, quoi. Comme si là, comme ça faisait une semaine que j'avais pas fait vraiment de podcast, comme ça pour moi, ou même juste d'exercice de la pensée. Et du coup, en effet, bon, je me sens un peu reposé, etc. Mais en même temps, j'ai pas l'habitude et j'ai plus l'exercice qui est fait. Donc, comme s'il y avait une inertie, en fait, qui permettait de penser et que c'était un truc qui se faisait sur le long terme. On peut pas faire un exercice comme ça, il faut vraiment s'y mettre et être plongé dedans, quoi. Bon. Donc, du coup, je me demandais, mais je me demandais rien du tout. Mais voilà, comment faire le mécanisme inverse, en fait? Comment inverser le rapport social? Le capitalisme est un rapport social, un rapport de domination, en fait, et notamment un rapport de dépendance. Vu comme ça, c'est plutôt intéressant. Donc, rapport de dépendance, et donc ça veut dire que c'est quelque chose dont on a besoin, et en même temps, on préférerait s'en passer. Et donc c'est marrant parce que justement la dépendance, c'est ce que j'ai travaillé aussi un peu sur les questions autour de l'addiction à des substances ou à des comportements, et aussi une dépendance institutionnelle, c'est-à-dire que le rapport que j'entretiens à mon école est aussi un rapport de dépendance. Et ce qui produit, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que à la fois je sens que j'ai besoin de l'école et que quelque part je suis très reconnaissant de m'apporter ce dont j'ai besoin, ou un besoin ou une envie, mais bon, c'est presque aussi un peu comme un besoin, c'est-à-dire un besoin ou une envie d'avoir accès à des théories critiques, à la culture,
une part de temps libre. Pas tant que ça, mais un peu quand même, en tout cas une part où de l'argent de la part de l'État, de la part de mes parents, qui me permettent d'avoir du temps en fait à investir pour des projets qui sont importants pour moi. Et en même temps, une dépendance qui fait quelque part que j'aimerais ne pas avoir besoin d'une institution pour ça. Quelque part. En tout cas, d'une institution d'État ou quelque chose comme ça. Et ça entretient évidemment aussi un rapport de dépendance. Qui fait ce truc-là un petit peu, cette espèce de dualité, ce truc de dehors, enfin, et qui fait quelque part que ça, tout discours, en fait, il est pris dans ce truc-là et il oscille tout le temps entre un pôle et l'autre. Et c'est compliqué en fait. Et c'est normal aussi que du coup quand je suis dans l'école, et bien du coup j'adhère un petit peu à cette vision de protection de l'école, et puis quand j'en suis en dehors, du coup ça devient plus agressif dans mes discours, et bon, on reste quand même dans quelque chose qui reste gentil, mais je sens que la position n'est pas la même. Et en fait on peut peut-être le penser sous la forme d'une dépendance. Voilà, tout comme on est dépendant à une drogue, parce qu'à la fois cette drogue-là on en a besoin, elle apporte quelque chose, et en même temps on aimerait bien s'en passer. Il y a ce truc là. Et c'est pareil pour la télévision, il y avait... donc je sais plus qui c'est qu'en parlait, je me demande si c'est pas dans le documentaire le Tube. Mais qui disait quelque part que les gens qui étaient devant la télévision, et c'est vrai que moi je l'ai ressenti comme ça aussi, disaient en fait on regarde la télévision, mais on sait que ça nous plaît pas. On la regarde mais on préférerait ne pas la regarder, mais on n'arrive pas à ne pas la regarder. Il y a un côté comme ça un peu. Et dans le rapport social qui est lié au travail, il n'y a pas que le travail en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que alors en effet ça dépend, parce que Frédéric Lordon il est gentil, en effet il parlait, il avait conscience de tout ça, c'était très malin d'ailleurs, parce que il s'adressait du coup à un parterre, j'ai pas fait en entier ce truc là, mais il était invité par HEC, et alors HEC c'est impressionnant de voir comment les gens sont super fringués, ça faisait peur. C'est trop bizarre, et puis il parlait de manière ultra stéréotypée, et en même temps on sentait que c'était pas très à l'aise parce qu'il était encore étudiant forcément, donc il s'apprenait un peu le truc, et ça faisait un peu un truc c'était trop bizarre. C'était, et à chaque fois il essayait de le bâcher en disant, bâcher gentiment, parce que je sais pas, apparemment il venait de HEC, ce qui, je connais pas trop ce parcours, c'est bizarre, mais voilà, il disait oui, mais du coup, si vous êtes contre votre travail, c'est normal, c'est parce que vous aimez pas le salariat. Des trucs comme ça, et puis en ricanant un peu, en disant le mec il est contre le salariat, c'est nul, bon, alors je sais pas si c'était justement, ils ont pris je pense quelqu'un pour le contredire exprès, mais bon, en fait ça sonnait à côté, parce qu'on voyait bien que les enjeux étaient pas du tout les mêmes, on voyait bien qu'il y avait ici une différence idéologique très très puissante, quand on avait des gens qui n'avaient pas remis en question ce que c'était que l'emploi matériellement, qui pensaient sous un angle purement économique, et la face on avait quelqu'un qui pensait sous l'ordre de l'affect et sous l'ordre de politique en fait, donc il y avait forcément cette dualité là qui faisait une espèce de... Bon, mais du coup il s'en sortait très bien, parce que lui ramenait toujours sur l'aspect politique, il savait où est-ce qu'il allait, et donc il savait il connaissait son discours, donc bon. Mais bon, c'était intéressant de voir ça aussi comme duel de parole aussi, comme le débat intellectuel n'est jamais vraiment qu'un débat d'arguments, c'est surtout un duel en fait, c'est surtout un rapport de force, et que voilà, un rapport de force rhétorique dont les arguments sont un élément très important, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudra peut-être se départager, mais c'est avant tout en fait un rapport de position et de mouvement, c'est une guerre, un duel de parole est une guerre, donc la question c'est comment s'armer en fait, comment s'armer pour faire en sorte que finalement voilà, celui qui gagne a peut-être eu raison de gagner. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, mais en tout cas c'est clair qu'il y a un truc, si on fait vraiment que répondre aux questions en face, on risque d'être piégé dans une question, donc bon, bref, c'est pas ça que je voulais parler. Non, c'est du coup voilà, c'est l'école d'art, ou l'école en général, surtout l'école en général, plus que l'école d'art, construire un système de dépendance. Il faut voir voilà qu'est-ce que ça apporte, dont on a besoin et dont on peut s'échapper. Et moi ça m'embête un petit peu, parce que moi en fait c'est presque un petit peu, c'est avouer une faiblesse de dire que je suis dépendant de ça. J'aimerais bien ne pas être dépendant comme ça. J'aimerais bien me dire j'en ai rien à foutre, je suis un rebelle, et puis hop là je prends tout ce que je veux puis je m'en vais, mais non en fait,
Non, je suis faible. Mais justement, en parlant de ça, c'est plus intéressant. De dire, bon voilà, qu'est-ce qui fait me rendre faible et comment je pourrais éviter ça. Voilà. Donc en fait, bon, ce que je disais, c'est qu'on pouvait essayer de... Voilà, c'est qu'est-ce que comme pour une addiction, quelle fonction remplit cette addiction, cette dépendance, qu'est-ce qu'il y a dans l'école ou dans une substance ou dans n'importe quoi dont j'ai besoin, que je peux pas trouver ailleurs, et comment le trouver ailleurs. Voilà. Comment faire en sorte de pouvoir le trouver ailleurs, en fournissant un effort, peut-être temporairement, pour y avoir accès ou pour le chercher, mais voilà. Comment faire pour qu'à terme, je puisse le trouver ailleurs, et que j'ai plus besoin de ça. Et le trouver ailleurs de telle manière que ailleurs ce soit plus intéressant que dans l'école. Bon, enfin ou ailleurs, ou que dans une drogue ou n'importe quoi. Et c'est comme c'est ça, on se branche un peu. C'est-à-dire que il faut assumer ça, il faut assumer quelque chose dont on a besoin. Si on n'assume pas ça, ça marche pas. Bon. Donc voilà, par exemple dans l'école, putain, l'école, bon, ce que j'ai besoin c'est bête, mais c'est voilà, il y a une bibliothèque super bien, je peux lire plein de bouquins critiques. Bon, bah ouais, d'accord. Et ben ça, bon, je peux en trouver dans la bibliothèque. Si j'ai un peu d'argent, je peux en acheter. Je peux aussi aller à la bibliothèque d'une école d'art simplement, y aller en tant que consultant. Donc bon voilà, il y a des moyens de... Bon, ça c'est pas très compliqué. En fait, voilà, la bibliothèque est pas forcément quelque chose qui est lié que à l'école d'art. Par contre, bon, un truc qui est très lié, qui pour l'instant est lié beaucoup à l'école d'art, c'est le fait que ça me laisse un espace où je peux quand même fournir un travail artistique. Ah putain. Sans avoir à m'épuiser dans un travail extérieur. Voilà. Alors ça par exemple, oui en effet, ça pose la question du temps libre. C'est qu'en effet, c'est des conditions matérielles au sens économique du terme, c'est-à-dire comment je fais pour avoir de l'argent pour manger. Et là pour l'instant c'est l'État et mes parents qui me payent ça. Parce que c'est dans un cadre étudiant. Voilà. Et que moi, j'ai de manière assez égoïste par ailleurs, mais aussi parce qu'il y a un ensemble d'affects qui m'ont violemment repoussé de ça, j'ai essayé de consciencieusement éviter de m'employer, en tout cas de travailler de manière rémunérée. Et en fait, à la fois je culpabilisais, et en même temps je me dis non, faut que je comprenne aussi d'où ça vient, etc. Il y a un ensemble de choses, mais notamment ce rapport social justement, mais voilà, qui fait que c'est pas justement en travaillant pas que je m'extrais du rapport social, c'est que c'est toujours un rapport à la survie quoi. Voilà, c'est juste que plutôt que ce soit moi qui dépend de l'argent, plutôt que ce soit moi qui travaille, ça va être mes parents ou ça va être l'État qui va donner de l'argent temporairement, mais c'est toujours des solutions un peu temporaires qui font que forcément je suis toujours obligé de me rattacher à la finalité de ce truc là, qui est que quelque part que j'ai pas les moyens moi-même de pouvoir survivre tout seul, et que du coup il faut que je dépende soit de mes parents, soit de l'État, soit d'un patron, etc. pour avoir justement ce temps libre là, et que si c'est pas eux, ce sera un patron ou n'importe quoi. Et donc c'est ça qui est un petit peu c'est vraiment une question du travail en fait, du travail et de la dépendance du travail. De la dépendance au travail. Donc voilà. Donc du coup par exemple ici ce serait l'école et l'école d'art offrent un espèce de cadre un peu adouci où il y a quand même un travail à rendre, il y a quand même des choses à faire, etc. Mais elles sont je pense plus désirables et plus intéressantes à construire aussi plus de manières de se défendre qu'un travail beaucoup plus aliénant dans le capitalisme quoi, simplement. Donc voilà, donc là c'est cette question là, c'est comment abolir le travail ici, comment réduire sa dépendance au travail pour avoir du temps libre aussi. Voilà, d'un côté. Et puis aussi, une autre chose qui sera aussi, c'est qu'en école d'art, quelque part, c'est un endroit aussi où il y a plein d'intervenants. Merci de me laisser la priorité. Piéton, merci. Voilà. Et en fait, on a des professeurs, on a des gens qui sont là pour nous écouter, pour nous aider dans notre travail. Donc il y a un système qui permet, et puis on a aussi beaucoup d'étudiants qui sont là, qui permettent aussi beaucoup d'avoir des retours, d'avoir des repères, des pairs justement. Et donc il y a ce côté université quelque part. Université et qui, oui aussi que les modes d'apprentissage là sont compliqués aussi c'est compliqué. Il n'y a pas les mêmes infrastructures en dehors. Voilà, si j'ai plus l'école, où est-ce que je peux montrer mon travail, où est-ce que je peux en parler surtout.
Est-ce que je peux trouver des gens qui peuvent me donner des références et m'aider à aller plus loin, etc. Et tout ça, forcément, c'est plus compliqué. Là, c'est comment construire ça, justement. Et voilà, tout ce rapport-là, en fait, forcément, ça pose la question de l'après, dans ce rapport-là. Je vais juste faire des courses. Allez, on va se réunir. Maman, c'est pas grave, on va faire ça. Comment? Si c'est comme ça, la 45, vous pouvez. Oui, je pense que ça va faire.
Marianne, elle a déjà une poche. On n'en a pas besoin, chérie. Ouah. Ça pique. Il fait Ça gratter. pique. Mon bras. Ça pique mon On remet ça. bras. Alors, je l'aime. Non, c'est quoi? Ça pique. Ouah. C'est que ça pique. Ouah. Si je fais ça là. Viens. Ça pique plus là. On remet le bouton. Ouais, mais je l'ai Bon, plus bah. dans ce porte-monnaie. Est-ce que le bouton, ça fait des Non, Allez, c'est tu bon, veux le bouton, merci. oui, on va sortir. Pour éviter d'avoir froid. S'il te plaît. Là. Là. Une main. Allez, la deuxième. Oh, le beau gosse. Une main. Allez. Passe la main, passe la main, passe la main. Vas-y, vite. Ouais, vas-y, vas-y. Ta main. Oui, tu dois. Merci. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Tu me parles. Bonjour. C'est bon, Fatou? Ouais. Je suis une reine de... Moi, je vais faire deux. Oui. Sans contact. Allez. Votre occupé. Merci. Merci, bonne journée. Madame, bonjour. Oui, ça va mieux. Je ne vous ai pas vu pendant 3 jours. Bon, donc je disais, voilà, donc la question d'abolir le travail. Parce que c'est ça en fait qui est très angoissant, et en fait l'angoisse que je peux ressentir aussi, et peut-être que ça peut comprendre aussi ce syndrome du bon élève, dans le sens où voilà, je me sentais assez proche de Chiffre Kinemi hier, qui avait, je trouvais vraiment ça avait beaucoup de choses en commun, et là-dessus, puisque comme si c'était des angoisses, une angoisse de l'échec, une angoisse de pas faire tout ce qu'il faut, et comme s'il y avait cette angoisse-là, profonde du déclassement. Comme s'il y avait quelque chose en nous, qui nous relie aussi d'ailleurs, mais qui est assez individuel, bien sûr, mais qui faisait que il y avait une grande peur, en tout cas c'est comme ça que je le vois un petit peu, une grande peur qui passe par une angoisse, voilà, d'être dans une situation où il n'y a plus rien à faire, on sent une espèce d'enfer en fait, et que voilà, donc du coup tout l'investissement qu'on peut mettre dans une école, dans un truc comme ça, dans une institution, c'est pour se protéger de quelque chose, ça protège, ça protège. D'où voilà ce syndrome du bon élève qui fait que on a plein de bonnes notes, mais c'est parce que si on a des mauvaises notes, parce que c'est super inquiétant qu'on en aurait des mauvaises. Donc, parce que ça nous déclasserait, on serait dans une situation où on pourrait pas. Voilà. Et par exemple, bon, c'est à voir si c'est vraiment ça, mais c'est voilà, est-ce que par exemple on est harcelé parce qu'on est bon élève? Oui, en particulier, bon, mais aussi, il y a aussi, je pense, des rapports de classe là-dedans, des rapports de classe intellectuels. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, voilà, une manière que quand on est harcelé, on a intérêt à être encore plus bon élève parce que quelque part, c'est une manière de nous protéger, dans le sens où si on bosse bien, d'un côté comme ça, si on bosse bien, si on a un diplôme, on est après protégé au niveau de la vie active, etc. Et que comme on voit que justement on est un peu faible sur un plan social, sur le plan d'une défense sur un niveau, et bien du coup il faut trouver une autre manière de se protéger qui serait par exemple sur le plan ici, voilà, intellectuel, sur un truc comme ça. C'est une manière de compenser en fait, un manque social quoi, et puis qui en plus qui se renforce encore plus dans notre truc. Donc c'est un peu cet effet pervers là comme ça. Bon, donc voilà, et qu'en fait, ce que je me dis en fait surtout c'est que les formes, ce que j'essaie de voir sous forme une analyse de l'angoisse, de la peur ou de rapport de dépendance, etc. En fait, il faut les comprendre comme système plus global et comme quelque chose qui se prend de manière plus profonde.
voilà, le rapport ici que moi je peux entretenir à l'école et que beaucoup de gens peuvent entretenir aussi à l'école, même si moi j'ai l'impression de le faire de manière un peu plus obsessionnelle que d'autres, ou alors aussi au travail ou à la société, etc. Ce ne sont pas des choses qui sont naturelles, pas du tout, non, elles sont en fait ancrées dans un système beaucoup plus profond que ça, qui permettent d'expliquer un ensemble d'angoisse, de rapports de relations, d'affects, que j'ai pas encore tout bien mis au point, bien sûr. Mais voilà, faut le prendre dans le sens plus général, comme si quelque part on savait pas trop pourquoi on est angoissé, on savait pas trop pourquoi on fait quelque chose, et que notre volonté, nos envies, ce qu'on croit connaître de nous en fait, n'est toujours que ce que l'inconscient, ou que ce que le mouvement réel du monde, ou que tout cela veut nous faire croire. Il y a un côté comme ça. Quelque part, c'est que voilà, nos vraies intentions, elles nous sont cachées en fait. On ne sait pas trop pourquoi on fait les choses. Et voilà, et c'est moi c'est pourquoi du coup, qu'est-ce qui me fait aller là ici marcher à l'école, qu'est-ce qui fait ça? Et c'est comme si j'étais agi par quelque chose qui agit en moi. Je suis possédé par quelque chose, par des forces du dehors, et qui se transmettent dans l'affect. C'est la vision qui en effet rompt avec la conception occidentale de l'individu roi, de l'individu qui est maître de sa volonté, du libre arbitre. Mais en fait ça tient pas, ça. En tout cas, c'est pas la même pensée que celle des primitifs, ou voilà. En tout cas, cette question de l'individu, elle était pensée à la Grèce antique. Il y a ici une conférence de Carlos Sunoco sur le sujet, passionnante, encore une fois. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est ce truc-là. Quelles sont ces forces-là? Quelles sont ces forces du dehors, ces affects qui nous régissent en amont et qui nous contraignent aussi quelque part à aller dans un travail ou un truc comme ça? Et comment agir sur ces forces-là? Comment régler ces affects-là qui ne sont jamais non plus surnaturels? Ils sont par contre ils sont surcadrés, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors du cadre des perceptions, ou du cadre de ce que l'on peut saisir soi-même. Hein, donc c'est comment agir sur ce truc-là en amont, comment agir là-dessus en amont, sur l'affect en amont, quoi. Et voilà, c'est que bon, si par exemple j'ai le sentiment de pas avoir du temps pour moi, d'être toujours en train de courir derrière quelque chose, et là ça marche pas, tout ça. Je réfléchis là si j'ai bien fermé la porte ou pas. Non, c'est bon. C'est chez moi. Non, et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est agir là-dessus, agir ces forces-là. Et ça agit justement au niveau du quotidien, au niveau de plein de choses en fait, plein de petits trucs qu'on ne fait pas attention, mais qui sont là et qui structurent complètement notre vie quotidienne. Donc en fait, voilà, notre vie quotidienne, mais aussi nos esprits, nos pensées, notre imaginaire, etc., est construit par un ensemble par une structure, en fait, il y a une structure qui n'est pas d'ailleurs une structure unifiée, hein, une structure multiple, et qui n'est pas la même pour tout le monde, même s'il y a beaucoup de traits qu'on partage dans une même culture, et qui va structurer une pensée, une vie, une forme de vie en fait. Et la question ce serait comment agir sur cette structure-là. Alors, pas forcément sur un plan directement collectif. En tout cas, c'est pas ce que je souhaite faire tout de suite. Bon, puis même, ce serait aussi un peu autoritaire peut-être aussi, il faut voir, mais en tout cas sur un plan individuel et au niveau du quotidien. Et comment agir sur ces éléments structurels-là? Comment agir sur la structure du quotidien, ou en tout cas de la maison, au niveau domestique par exemple, qui structure tout ça. Et en effet, il y a une belle structure déjà qui est la structure capitaliste, qui est la dépendance au travail, qui entretient un système de peur et d'angoisse en tout cas. Et voilà. Et c'est vrai qu'en effet, il y a clairement quelque chose qui me fait fuir, qui est celle-ci, qui est ce truc-là. Et moi j'ai peur de me retrouver, et on voit beaucoup de témoignages comme ça dans Doxa, ou même aussi autour de nous, hein, il faut regarder un petit peu comment ça marche, ou des choses qu'on a vécues aussi, et même l'école, hein, l'école quand on a plein de devoirs, plein de trucs à rendre, etc., on est dans des situations où on peut plus penser. Un truc où on est un peu débordé par quelque chose. Et ça c'est angoissant aussi. Bon. Et donc voilà, et pareil, si je cours à l'école pour partir dans à gauche et faire plein de projets, c'est aussi parce qu'il y a une peur un peu de
manquer, une peur d'être dans un trou comme ça, mais ce manque-là, je pense qu'il est aussi réel. Il est pas que psychologique ou quoi. En fait, pour beaucoup de gens, c'est réel aussi. Et voilà, moi j'essaie de fuir ça, mais bon, c'est de manière un peu. Et en même temps, je culpabilise parce que je me dis, mais c'est égoïste. Pourquoi les autres le feraient, pas moi, quoi. Et je profite d'une situation particulière. Tout bon, il y a tous ces phénomènes-là qui rentrent en jeu, quoi. Et du coup, voilà. Donc, du coup, comment? Parce que même dans le travail, voilà, si c'est pas juste travailler. Une fois à la maison, il faut aussi faire à manger, il faut aussi faire les courses, etc. Puis on est aussi capturé par la publicité qui fait que on peut aussi facilement être capturé par la télévision et être du coup à fond dans la télévision mais quelque part c'est juste parce que le travail était tellement aliénant qu'on a besoin que quelque chose nous attrape. Enfin, en fait, la télévision, c'est comme si c'était la suite du travail, qu'on travaillait même pas 35 heures par semaine, mais que 40 heures, mais que ces heures-là, en fait, nous vidaient notre énergie et que quelque part, la télé faisait le reste. Enfin, il y a un côté de quelque part que c'est comme si le travail mettait en nous des énergies négatives, je sais pas comment ça marche, mais des affects négatifs, et qu'il faut qu'on puisse les purger par autre chose, quoi. Et quelque part que c'est comme si, il y avait on ramenait du travail à la maison, comme si en effet, si on fait un travail, par exemple, si ce travail-là il est épanouissant, puis on rentre, on est bien, on est content, bon, ça va. Mais si on fait un travail et qu'une fois qu'on rentre à la maison, on est encore plus crevé. Mais vraiment bien crevé, quoi, et que du coup on dort tout de suite, etc. Ou qu'on regarde la télévision, donc en fait il va falloir fournir encore un travail pour se reposer de ça, en fait, de toute l'énergie qui a été piquée dans le travail. Du coup forcément c'est vrai que ça fait quelque part qu'il y a très peu d'énergie pour investir dans ce qui fait la vraie vie, quoi, quelque part, un petit peu dans la vie, en tout cas en dehors du travail. Voilà. Et si en plus de ça, justement, après il y a des obligations familiales qui sont aussi une forme de travail aussi, hein. Il y a un travail familial aussi, parce que un travail moral, une espèce de moralisme de la famille comme ça, ou la fête des enfants, ça, ou un truc dans la consommation, ou la publicité qui entretient aussi des dettes dans le corps, hein, qui entretient des culpabilités, des trucs qu'il faut acheter parce que sinon on se sent pas bien et tout. Donc c'est tous ces trucs-là, en fait, qui entretiennent après il n'y a plus que du manque et c'est tout. Voilà. Et donc du coup pour le reste on est un peu embêté. Bon, donc c'est un peu tout ça. Donc comment se libérer de ce manque-là? Comment se libérer de ces dépendances permanentes qui sont complètement aliénantes, en fait, hein, et qui prennent beaucoup de temps à s'enlever aussi. Donc il y a ce processus-là de se désaliéner. Donc moi ce que j'aimerais c'est me désaliéner, justement. Et donc voilà, et comment faire pour le travail? Comment abolir le travail? Comment quelque part il y avait l'idée d'abolir l'aliénation, un peu comme tel. Ce qui veut dire défaire le manque. Hein, c'est vrai que c'est rendre le manque absent. On pourrait dire destituer le manque, peut-être, parce que c'est comme si le manque était institué, hein, il est intégré institutionnellement, et comment le destituer? Et ça peut être du coup un projet artistique tout à fait valable, à la manière de Laurent Marissal aussi. Mais c'est aussi surtout un projet politique avant d'être un projet artistique, mais pas politique au sens macro, mais au sens micro. C'est une micro-politique ou une infra-politique, on pourrait dire, du quotidien. Et donc l'idée ce serait, ce que j'aimerais voir, c'est comment, on va dire, nouer entre elles les lignes de fuite qui permettent de s'échapper de ces captures-là, de ces captures qui créent du manque, comment ne plus avoir de manque, comment s'échapper de ces dépendances, hein, ces trucs-là, et telle manière de construire une alternative qui permette de construire soi-même ses propres dépendances, ou en tout cas de construire par soi-même ce que jusque-là on allait chercher dans des systèmes extérieurs dont on était dépendant. Comment ces choses-là, en faire des dispositifs passifs de production qui permettent de produire sans que ça aille à coûter trop cher. Enfin, comment en tout cas augmenter une sorte de productivité et quelque part même que ça devienne un peu des systèmes autonomes. Hein. Comment mettre en place des systèmes autonomes de contre-capture, si c'est ça les termes, je sais pas trop, mais en tout
cas de capture extérieure, mais des captures, on va dire, sur lesquelles on aurait un contrôle, quoi. Sur lesquelles on pourrait ou pas on pourrait ne pas les prendre, en fait. Et comment les lier ensemble, voilà, pour qu'elles s'entretiennent l'une l'autre. Et ce sur tous les plans, sur différents plans, parce que c'est comme si on fait une contre-capture d'un côté, ça sert pas à grand chose si d'un côté si ça nous capture autre part. Enfin, il y a un côté comme ça, voilà. Si par exemple, bon, c'est la question qui s'était posée, mais voilà, si faire de l'écriture, c'est une manière pour moi de réécrire un récit biographique et de pas être capturé par des récits dominants sur ce que doit être ma vie ou si voilà, des trucs comme ça. Bon, mais si l'écriture est un outil d'émancipation, donc un peu comme une sorte de ligne de fuite, ou en tout cas une manière de pouvoir remettre du sens, un sens différent, là où justement il y avait un autre sens qui était mis que moi je n'avais pas à comprendre. Bon voilà, donc de produire ma propre pensée quelque part, là où plutôt que de remâcher celle des autres. En même temps, si j'écris sur un ordi qui va me fatiguer les yeux et le corps et qui va faire que je vais pas dormir le soir parce qu'il y aura la lumière bleue, forcément ça frotte, donc du coup c'est pas. Donc comment faire un ordi ou en tout cas un mode d'écriture qui ne soit pas lié à un écran qui fatigue les yeux. Voilà, sinon ça fait un peu comme une télévision, quoi. Voilà, et c'est un peu ce truc-là. Du coup, comment le... Alors il y a l'écriture évidemment papier, hein, voilà. Mais en même temps l'écriture papier elle est pas très rapide. Et donc bon, ça fait que je vais facilement voilà, bon, ça peut tester aussi, mais moi j'aime moins du coup. ça m'épuise beaucoup, pas que ça m'épuise, mais ça me... J'ai tout abandonné beaucoup plus vite, quoi. Toutes ces choses là, quoi, voilà. Je vais arriver là, mais... Donc voilà, donc, en tout cas, abolir le travail, c'est une question. Alors évidemment, il ne s'agit pas de le faire du jour au lendemain, et puis il s'agit de le faire que relativement, parce que ça est tellement dépendant du travail que... Et bon, et en même temps, quelque part, il ne s'agit pas de... Enfin, c'est déjà abolir le salariat, déjà. Et puis, plutôt que le travail en tant que tel. Et puis en même temps, c'est l'activité productive, hein. De toute manière, c'est que il y a quand même besoin d'une activité productive. J'ai besoin quand même de manger, de dormir sous un toit. Et même d'avoir aussi accès, enfin, c'est pas un besoin, mais c'est une envie, mais à des petits gadgets technologiques qui me permettent quand même de faire des choses qui me plaisent aussi. Donc c'est plus ce rapport-là. Mais comment quelque part rendre tout ça quelque part efficace et pouvoir justement construire un régime d'affect qui moi me convient et qui permette de pouvoir lier tous ces affects de manière à pouvoir je vais pas dire prendre le maquis, mais c'est pas ça non plus, mais en tout cas peut-être prendre un maquis sur le terme de l'affect, quoi. Comment résister sur cette question, comment faire une forme de régime d'affect résistant, en fait, qui résiste à un régime d'affect qu'on voudrait nous imposer de l'extérieur et qui oblige un rapport de dépendance, justement. Voilà un petit peu le truc.